so scared. You think it was your fault? How do you feel now? I can't move. You can't move. Why can't I move? You're paralyzed. Just like that day when you did nothing. You did nothing. Now, sink into the floor. Wait. Sink. Une cuillère en argent tourne lentement dans une tasse en porcelaine. Chris est face à sa belle-mère qu'il vient juste de rencontrer. La cuillère tourne toujours, le bruit est entêtant. Elle lui propose de l'hypnotiser pour le guérir de son envie de fumer. Il s'y oppose tout d'abord, mais est trop poli pour décliner l'invitation à s'asseoir face à elle. La cuillère tourne encore et toujours, le son est de plus en plus présent. Elle le questionne, le sermonne, finit par l'hypnotiser contre son gré. Le bruit de cette cuillère frottant contre la porcelaine, je ne l'oublierai jamais. Il fait partie intégrante de l'une des meilleures scènes de cinéma que j'ai vues depuis longtemps. Une scène qui m'a fait frémir d'effroi, mais qui m'a aussi donné envie de me lever et de hurler au personnage « Mais dégage de cette maison, get out !» Get Out de Jordan Peele, c'est le film dont nous allons vous parler aujourd'hui. Bonjour Kinou. Bonjour Marie, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc Get Out, c'est un film d'horreur. Alors, on y reviendra, c'est pas nécessairement un film d'horreur selon le réalisateur Jordan Peele, qui est sorti en 2017, donc c'est plutôt récent. Dans quelles conditions est-ce que tu as découvert ce film ? Alors le premier visionnage, c'était avant qu'on crée le podcast même, donc c'était voilà. Je l'avais regardé vraiment comme un film d'horreur quoi. Ouais, sans trop te poser de questions. Ou un truc comme ça, donc pas forcément suivant vraiment l'intrigue, en regardant ça de manière un peu détachée. J'avais trouvé qu'il faisait la maille, même en le regardant comme ça, tu vois. Et là, évidemment, sur un œil un peu plus précis, un peu plus averti, oui, évidemment, j'ai vu plein d'autres messages que juste l'intrigue horrifique qui est aussi très bien menée, quoi. Oui, ben tout y est. Hein. Moi, je l'ai vu. Alors, j'avais vu des extraits sur Allociné et j'avais vu des extraits notamment liés à la façon, l'espèce de racisme ordinaire que subissait le personnage, et j'avais trouvé les dialogues tellement bien écrits que je savais pas à la base que c'était un film d'horreur. Quand j'ai regardé les extraits, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça a l'air vachement bien. Allociné faisait une pub assez agressive à l'époque, hein, je me rappelle. Mais bon, ça m'avait intriguée et donc je m'étais renseignée. J'avais vu qu'en plus c'était un film d'horreur qui est un des genres que je préfère quand c'est bien fait. Je précise. Ouais. Du coup, je m'étais dit, celui-là, je vais aller le voir. Comme dans mon entourage, à l'époque, j'habitais au Puy-en-Velay en plus, donc j'étais un peu loin. Comme dans mon entourage, je connais pas grand monde qui aime les films d'horreur, j'y suis allée toute seule. Je sais que mon mari déteste ça, ça lui plaît vraiment pas, donc je comprends qu'il faut pas imposer, surtout un film d'horreur, c'est pas un truc que tu peux imposer à quelqu'un, c'est pas terrible. Et surtout celui-ci, ça aurait été... ouais. Ça l'aurait, je pense... Un peu perturbé, ouais. Il est perturbant ce film. Je me souviens vraiment des réactions. J'adore voir les films d'horreur au cinéma. Je trouve que c'est un des genres à vraiment aller voir au cinéma parce que la réaction de la salle est toujours très intéressante. Et là, je me souviens vraiment que tout le monde réagissait à l'unisson. Du coup, j'ai pas l'impression d'avoir vu le film seul pour le coup. Mais je me souviens que j'avais flippé, je savais pas où on m'emmenait. Et très souvent, dans ce genre de film, j'ai plus peur de comment je vais réagir face à ce qu'on va me montrer et jusqu'où ils vont oser aller. Ouais. Plus que d'avoir peur pour le personnage en lui-même, en fait. Au début, c'est souvent comme ça que je réagis face à ce genre de film. Et je me souviens vraiment que j'en étais ressortie enchantée, parce que c'est vraiment tout ce que j'aime dans le genre de l'horreur, parce que ça a ici, là, ça a vraiment... L'horreur, elle a du sens. Il y a un vrai sens profond. Et c'est un commentaire social très intelligent, mais avec tous les frissons que tu as envie d'avoir quand tu regardes un bon film d'horreur. Du film de genre, et quoi. Tous les codes du film qui sont... hyper maîtrisé par Jordan Peele et hyper bien réutilisé, je trouve, pour servir son propos. Ouais. Alors, du coup, la genèse du projet est la pré-production. Le réalisateur Jordan Peele, à la base, était connu du public américain pour son duo avec Keegan-Michael Key. Donc, ils ont fait des sketchs Key and Peele, c'était donc leur duo. Ils ont fait une émission à sketch. Duo comique. Ouais. Et c'est vraiment des... Alors, je sais pas si t'as été regarder un peu leur sketch. Ouais, vite fait. J'étais vraiment... Ça me fait beaucoup rire, j'aime sympa, beaucoup. Ouais. Et notamment, ils ont fait pas mal de sketchs où ils parodiaient des scènes d'horreur et des choses comme ça. Jordan Peele, il est aussi très connu pour son imitation de Barack Obama. Va écouter, il imite tellement bien, c'est génial. Et notamment, ils ont fait un sketch que je trouve très drôle où Keegan-Michael Key, donc son acolyte, était censé être le traducteur vénère. Et où Jordan Peele
joue la scène comme le ferait Obama, donc il dit les choses de manière très posée, voilà, avec un langage très châtié, tout ça, et derrière t'as qui est là et qui dit mais bande de cons, vous écoutez rien, tu vois, enfin, en gros il redit tout ce que l'autre voudrait dire mais ne peut pas dire de manière très cash, quoi. Donc c'est vraiment, j'aime bien leur sketch, je trouve ça très drôle. Et selon Jordan Peele, en fait, l'horreur et l'humour ont des mécanismes très similaires. On essaie de susciter des émotions très fortes chez le spectateur. Et là, ça se voit dans le film parce que les deux genres s'entremêlent. Il y a beaucoup de notes d'humour dans le film, finalement. C'est vrai, et en plus, il y a beaucoup de moments plutôt gênants que effrayants. Et souvent, ton réflexe quand tu es gêné, c'est de sourire ou de faire un petit rictus, un petit Exactement. rire, en fait. Donc il joue avec ça un peu, je pense. Il joue beaucoup avec ça, effectivement. Et alors, le titre du film et l'idée du film est un peu inspiré d'un sketch d'Eddie Murphy, où ce dernier fait référence au film d'horreur et cite notamment Amityville. Il explique qu'une famille d'Afro-Américains réagirait vraiment différemment par rapport à la famille de Blancs qui est montrée à l'écran. Et donc... il joue la scène en disant « Oh, c'est très joli ici, wow, on a des beaux rideaux, oh, le quartier est sympa, les enfants font du vélo dehors, get out !» Ouais, mais c'est bien dommage, on peut pas rester, hein. Allez, salut tout le monde. Donc, voilà, il rejoue la scène comme ça, Eddie Murphy, et c'est vrai que c'est assez marrant. Et donc, le titre « Get out » est directement inspiré de ce sketch. Et c'est marrant que déjà dans le sketch d'Eddie Murphy, il y a eu un parallèle entre une famille blanche et une famille afro-américaine. Ouais. Parce que c'est quand même le message profond du film. Et c'est le message profond du film, et c'est aussi les personnages afro-américains sont sous-représentés dans le genre de l'horreur, alors que les afro-américains sont un public très amateur de films d'horreur, aussi. En fait. C'est un des choses. Le problème, c'est que souvent, ils restent pas longtemps à l'écran, quoi. C'est les premiers qui meurent. Souvent, c'est le premier qui meurt, en fait. Et c'est un peu ce que dénonçait Jordan Peele, et c'est aussi pour ça qu'il avait envie, parce qu'il est très fan d'horreur, et c'est aussi pour ça qu'il avait envie de faire un film d'horreur avec un protagoniste noir, en disant, pour une fois, on pourra aussi jusqu'à la fin. Donc, pour l'occasion, Jordan Peele travaille avec la maison de production Blumhouse, qui est responsable des films d'horreur les plus populaires de ces dernières années, et de très bons films d'horreur, en l'occurrence, pas tous, mais pour beaucoup. Donc, je trouve que l'association était judicieuse. D'ailleurs, le petit générique qui présente le... Oui. Je trouve qu'il est marquant du coup, parce que c'est vraiment ciblé horreur, quoi. Ouais, Blumhouse, tu t'en rappelles effectivement de leur petit jingle avant le film, exactement. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué toi dans le film ? C'est quoi que tu as apprécié ? Alors, au premier visionnage, c'est vraiment le côté très stressant, inquiétant, et toute la gênance, ouais, franchement. C'est vraiment ça, tout le monde, gênance. C'est hyper gênant. Et ça participe au côté où tu te sens un peu mal à l'aise, en fait, parce qu'il y a tellement de trucs où tu dis, putain, il lui a pas dit ça, c'est pas possible, tu vois. Et c'est parfois des trucs que tu as pu vivre, en plus, en tant qu'individu, en te disant, mais pourquoi ? Enfin, alors que c'est pas moi qui ai dit la phrase en question, qui ai posé la question qu'il fallait pas poser, mais t'es gêné pour la personne qui est passée à la question, etc. Là, il se trouve que c'est un Afro-Américain à qui on fait plein de réflexions qui se veulent pas racistes, mais qui le sont en fait profondément. Oui, ça se veut presque même gentil, en fait, des fois. Ça se veut gentil. Mais c'est très, très, très mal... c'est très maladroit. Enfin, c'est très maladroit. Je pense que c'est maladroit, en fait. C'est maladroit, c'est exactement ça. Mais voilà, du coup, tu te dis non, mais il faut qu'ils arrêtent là sur le sujet, il faut qu'ils passent à autre chose, parce que t'as envie qu'on passe à un autre sujet, parce que t'es gêné pour le personnage principal, t'es gêné au départ pour sa petite amie que tu penses saine d'esprit et de bonne foi, quoi. Oui, c'est sûr. Quelque part, je pense que c'est aussi l'objectif de Jordan Peele, donc qui est issu d'un couple mixte, donc je crois dont la maman est noire et le papa est blanc, ou l'inverse, mais je crois que c'est dans ce sens-là, qui a donc la double culture aussi. Et ça se voit aussi beaucoup dans le film. C'est aussi le message de dire, regardez, en fait, vous allez être gêné pendant 1h30 ou 2 heures de film, mais nous, en fait, c'est ce qu'on vit tous les jours. Au quotidien. Les micro-agressions, comme on les appelle maintenant, parce qu'on a mis un nom là-dessus, c'est notre quotidien, en fait. Et vous, ça vous gêne pendant 2 heures, nous, ça nous gêne toute la vie, en fait. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il y a un vrai message de Jordan Peele mais complètement. là-dessus. Mais c'est ce que j'aime, c'est vraiment la prise de perspective. C'est ce qu'on parlait l'autre jour des perspectives, du changement de perspective quand on parlait de Ghost Dog. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que tu le comprendras jamais aussi bien qu'en regardant le film ou qu'en regardant ce type de film, en fait. Alors oui et non, parce qu'il y a certains...
ce que je peux presque comprendre quand tu analyses le truc, il y a certains, notamment aux États-Unis, certains radicaux un peu blancs, etc., qui considèrent le film comme étant un film anti-blanc. Non, mais non, pas du tout, ils ont rien compris. Alors, il n'y a pas une seule personne blanche qui s'en sort, certes. Mais il n'y a pas une seule personne blanche qui est sympa. Et en fait, je pense pas que ce soit le cas. Vraiment, je partage pas l'opinion. Non, c'est pas du tout le propos du film. C'est pas le propos du film, mais je peux comprendre que parce que leur argument phare, c'est de dire si tu remplaces tous les blancs du film par des noirs et tous les noirs du film par des blancs, le film n'aura jamais pu te dire c'est un film raciste anti-noir. Anti-afro-américain, voilà. Donc c'est un peu leur... Et quelque part, là, sur ce sujet-là, c'est vrai. Ouais, après, on vit dans le monde dans lequel on vit, et qu'on soit clair, je pense qu'un black qui se retrouve dans la situation du personnage principal ici, de Chris, entouré uniquement par des personnes blanches, et être la seule personne racisée et entendre ça toute la journée, et en fait c'est des choses qui doivent arriver très régulièrement en fait, à mon avis. Ouais, mais est-ce que l'inverse c'est pas un peu vrai aussi, je sais pas, tu vois. Peut-être, oui, mais ça arrive pas. Ça arrive rarement. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver, c'est vrai, ça peut arriver. En fait, voilà. Donc, je partage pas l'opinion et la conclusion qu'ils en font, mais je peux comprendre les arguments qui sont avancés en disant, ouais, quand même, ça peut être gênant. Ouais. Disons que ce qui est intéressant pour une fois, c'est que la plupart des films sur les relations interraciales, c'est toujours du point de vue des blancs. Oui, c'est vrai. Devine qui vient dîner. Ouais. D'ailleurs, il y a La couleur des sentiments, Green Book. Oui, il y a des références à Devine qui vient dîner. T'as toujours la perspective du personnage blanc. Ouais. Ici, pour la première fois non, mais pour une des premières fois pour un film aussi sur un film populaire, d'horreur, ça doit être la première et sur un film d'horreur, je pense, ouais. On a la perspective du personnage afro-américain, et en fait, ça change plein de trucs. Ouais, carrément. Et c'est intéressant parce que on va le voir justement que ça amène pas mal de questions, même par rapport au genre de l'horreur. Et l'attitude du personnage face à ces moments hyper gênants, elle est intéressante aussi parce que en fait, il veut pas faire de remous face à des gens qui sont... Alors, Jordan Peele, il utilise l'expression « racially clumsy », ce qui veut dire maladroite face à une personne racisée, techniquement. Mais c'est vrai que il ose rien dire aussi de par la situation dans laquelle il se trouve. Et on est d'accord que quand t'entends des gens te dire des trucs du genre « j'aurais voté pour Obama une 3e fois », ça se veut gentil, c'est une façon de tendre une branche d'olivier d'une certaine façon, mais c'est quelque chose que tu n'irais jamais dire à une personne blanche. Oui, donc la façon que les personnages ont de connecter avec Chris, c'est que en mettant en avant le fait qu'il est noir et rien d'autre. Il est le bon noir de service, quoi. C'est ça. Et ça projette même le truc en disant, si ça se trouve, lui, il aurait peut-être même pas voté pour Obama. Oui, peut-être, oui, mais donc, complètement. Voilà, quand l'autre lui dit noir, il vote de fait pour est-ce que Obama, vous jouez au golf? Moi, je connais Tiger Woods. Oui. Super, j'en ai rien à foutre, en fait, quoi. C'est ça, le rapport aussi avec Jesse Owens par rapport au JO et à la fameuse prise de position avec le poing levé, etc. Tout ça est très réaliste, en fait, et on sent que ça potentiellement un peu du alors vécu. Ça, c'est du vécu, mais que ça se sent à 10 km. Et pour avoir eu des copains, justement, black, etc., c'est des trucs, oui, malheureusement, que même si ça part d'un bon sentiment au départ, c'est gênant, quoi, et c'est pas approprié, en fait. Tu n'aurais pas le même discours avec une personne blanche. Et alors, d'ailleurs, je vous recommande un excellent bouquin. C'est pas underground, hein, c'est plutôt mainstream, mais c'est un truc que moi j'avais lu il y a déjà longtemps avant toute la mouvance Black Lives Matter, etc., qui est écrit par un Français qui s'appelle Gaston Kellman, que tu as eu la chance de rencontrer, Marie, oui. Qui a écrit notamment un bouquin, il en a écrit plusieurs, mais celui qui est le plus percutant, je trouve, c'est le livre qui s'appelle « Je suis noir et je n'aime pas le manioc ». Qui parle aussi il parle du racisme lui angélique et diabolique. Donc diabolique, c'est le racisme, on va dire, très assumé, le Ku Klux Klan, etc. ou moins pire. Oui, peut-être moins violent, mais radical, très assumé, très assumé en disant les noirs ou les minorités sont moins intelligentes, etc., que les blancs, tout ça. Et il y a tout le racisme quotidien beaucoup plus fréquent, ou qui arrive beaucoup plus, qui est en fait toutes ces micro-agressions qu'on décrit depuis tout à l'heure sur des fois en voulant bien faire. Par exemple, on demande à une personne noire d'où est-ce que tu viens, en attendant qu'il nous donne un pays d'Afrique ou éventuellement une des îles des Dom-Tom.
Et alors qu'on n'aurait absolument pas posé la question à quelqu'un, même blanc, avec les cheveux très noirs ou très typé, je sais pas, italo par exemple. Ouais, complètement. Et au départ, la démarche se veut plutôt inclusive. Oui, ça se veut. Je m'intéresse à toi, je veux en savoir plus sur toi, mais c'est maladroit. C'est maladroit et du coup, ça peut être forcément mal pris par les Oui, et puis bon, personnes. ça arrive une ou deux fois, c'est une chose, mais je pense que quand c'est quotidien, tout le temps, ça doit bien être sûr. fatigant à force. Bien Ouais. sûr. C'est sûr. Je voulais aussi parler du langage parce que je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai aimé ce film. Comme j'aime les langues, c'est assez intéressant de voir comment le langage est vraiment au centre du film et que l'horreur naît parfois simplement des dialogues. Et ça se reflète malheureusement pas trop dans la VF. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais s'ils voulaient pas justement être taxés de racistes au niveau du doublage, ils pouvaient pas trop aller là-dedans. Mais on est d'accord que quand on écoute une personne afro-américaine discuter avec d'autres afro-américains, ils vont avoir un argot et une façon de s'exprimer qui sera forcément différente que quand ils s'adressent à une personne blanche. Ici, c'est le cas. Dans le film, Chris, il adopte un langage différent lorsqu'il s'adresse à son pote, lorsqu'il s'adresse à Rose ou lorsqu'il s'adresse aux parents de Rose. Et quand il croise des personnes noires dans la résidence, il tente d'employer un peu le même langage qu'avec son meilleur pote parce qu'ils vont avoir une typologie de langage qui va appartenir plus aux Afro-Américains. Et en fait, ce qui est très surprenant, c'est leur réponse, parce qu'il y a clairement un fossé racial et générationnel avec les personnes noires, avec qui ils discutent, alors qu'à première vue, il ne devrait pas y en avoir, en fait. Quand ils discutent avec le personnage joué par Lakeith Stanfield, celui qui a le chapeau, jamais il devrait lui répondre de la façon dont il lui répond. Et je trouve d'ailleurs que Lakeith Stanfield, il joue super bien, parce que tu dirais vraiment un papy dans un corps de jeune black, quoi. Oui. Alors quand tu le sais pas, tu te demandes bien ce qu'il peut avoir, mais quand tu le sais après et que tu revois le film, tu fais c'est vraiment balèze. Et ça crée une dissonance pour le personnage et pour le spectateur, et c'est de là que naît l'horreur à la base, et c'est vraiment subtil en fait. C'est de là que naît ta gêne en fait, alors que tu peux expliquer quand il y a des dialogues qui te percutent un peu, mais qui aussi que t'expliques pas parfois parce que c'est juste un truc comme ça qui est pas cohérent, qui te semble pas tout à fait raccord, pas cohérent. Il y a un petit en truc anglais, ils ont le terme it's off. Ouais. Tu vois, il y a un truc qui est pas tout à fait logique. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça te petit mange un truc peu le cerveau. qui- Tu sens qu'il y a un truc, tu sais pas le. Il y a un truc qui est pas normal. Tu sais pas Ouais. dire quoi exactement, mais ça vient te chambouler un petit peu dans ce que ton cerveau est capable d'appréhender, quoi. Et du coup, ça amène aussi sur le fait que c'est vachement intéressant d'avoir une double lecture du film et de le revoir. Ouais. Parce que les dialogues, les motivations des personnages, notamment Rose, qui en fait est méchante, ils peuvent être lus de plusieurs manières. Quand le flic veut absolument voir le permis de Chris, alors on est d'accord que c'est raciste parce qu'il conduisait pas, donc concrètement, qu'est-ce qu'il veut ? Et elle joue à fond là-dessus en disant non, mais je veux pas. Et en fait, elle veut pas qu'il monte son permis parce que c'est pour pas laisser de traces, elle sait qu'elle va le tuer en fait. T'as plein de petites répliques. Ouais, on va plus dans la cave, c'est condamné parce qu'il y a plein de moisissures noires. La cuisine, on a gardé une petite partie de mamie dans la cuisine et en fait tu vois qu'il y a la femme noire qui la bonne qui est en fait qui est devenue la mamie, quoi. Tout ça, c'est plein de clins d'œil à la révélation finale. Quand on voit Chris se mettre de la mousse à raser au début du film, c'est un clin d'œil au fait qu'ils vont essayer de le rendre blanc à la fin du film. Lorsque le père fait visiter la maison à Chris, il explique que son père a couru au JO, mais qu'il a perdu face à un athlète noir. Et on se dit que c'est sans doute à ce moment-là que l'idée a germé dans la tête du grand-père d'utiliser le corps des hommes noirs pour transplanter des cerveaux d'hommes blancs, quoi. Tu vois, mais oui, et c'est aussi pour ça que le grand-père a été transplanté dans la tête de Walter, le jardinier. C'est pour ça que Walter, tu le vois sprinter comme un taré. C'est parce que c'est un coureur. C'est une scène qui a été reprise, qui a créé, ça a généré un challenge sur les réseaux sociaux, le challenge où tu te filmais en train de courir vers la caméra, quoi. Excellent. Elle est marquante, celle-ci. Ouais. Elle est marquante. Elle est inspirée du film d'Hitchcock, La mort aux trousses. Tu vois aussi le personnage de James Stewart qui court comme ça en direction de la caméra. Et Jordan Peele, il dit que ça fait toujours très bizarre de voir quelqu'un qui court sur toi et tu sais pas s'il va s'arrêter ou pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a réutilisé ça. Je trouve ça pas mal. Le film est blindé de métaphores, notamment en lien avec l'esclavage. Déjà, rien que le lieu, c'est pas un lieu habituel pour un film d'horreur parce que leur maison, elle est plutôt jolie. En fait, ça pourrait carrément être un décor de comédie romantique, la jolie maison, Desperados. Non, mais complètement, quoi. C'est un lieu intéressant parce qu'il rappelle vraiment les plantations de coton. Avec les domestiques noirs qui travaillent et qui vivent dans la maison. Réflexion dès les premiers visionnages, c'est assez.
c'est marqué. Ça fait un peu penser, voilà, au temps n'emporte le vent, Ouais. enfin, des choses comme ça. Ça renverse la situation parce que, du coup, une situation qui serait confortable pour des spectateurs blancs où tu te dis, oh, la jolie maison. Et pour, pour les Afro-Américains, ça renvoie à un autre, ça renvoie à quelque chose de beaucoup moins, beaucoup beaucoup moins sympa. Ouais. Tu as aussi les costumes des domestiques qui sont plutôt datés. Ouais. Le personnage afro-américain qui est vendu aux enchères, Oui. comme à l'époque de l'esclavage, et il réussit à s'en sortir en ramassant du coton Ouais, et en alors se ça, le mettant dans du les coup, oreilles. J'ai vu la métaphore avec le coton, mais là, pour le coup, ça a plutôt tendance à lui sauver les À lui miches. sauver la vie, ouais, mais du Euh, coup, que le fait que ce soit le coton qui le sauve, c'est vrai Ah, que c'est c'est ironique, assez je ironique, pense. quoi. Ouais. Voilà, c'est très ironique en Il y a fait. un autre truc, c'est la mère de famille s'appelle Missy, et c'est comme ça que les esclaves noirs appelaient la maîtresse, enfin la femme du. Ah oui, je l'avais pas vu ça, t'as raison. Il y a aussi le trou noir, ou je crois qu'ils appellent ça la fosse en VF, The Sunken gouffre de Place. l'oubli. Le gouffre de l'oubli, d'accord. C'est une métaphore de la marginalisation, d'après Jordan Peele. Peu importe nos cris, le système nous réduit au silence. Ouais. La cuillère d'argent utilisée pour hypnotiser, Ouais, ça, c'est- c'est un symbole de privilège et de richesse, une cuillère d'argent. Hein. Le chevreuil qui renverse avec leur voiture au début du film. Il existait une insulte raciale envers les Afro-Américains, c'était Black Buck, littéralement chevreuil noir. Le père explique que les chevreuils sont comme des rats, de la vermine à exterminer, donc on comprend que là, le parallèle il est net avec les Afro-Américains. Et on retrouve une tête de cerf ou de chevreuil dans la maison, celle que Chris utilise d'ailleurs pour assassiner Oui. le père à la fin du film. Oui, oui. Donc c'est Là assez aussi, c'est intéressant. assez là aussi. ironique, ouais. C'est assez ironique, je trouve. Les couleurs utilisées dans la scène de la garden party aussi sont intéressantes. Tous les invités portent du rouge et Chris, lui, il est en bleu. Donc déjà, il y a une dissonance. Lorsque Rose est à côté de lui, elle porte une marinière rouge et blanche. Et lui, il est en bleu, on dirait le drapeau américain. Ah, ok. Donc c'est un peu une façon pour Peele de dire c'est l'Amérique que je connais. Et quand Chris prend une photo d'André, donc le personnage dont on découvre qu'en fait c'est le cerveau du papy qui a été greffé sur lui, le flash se déclenche et il retrouve sa vraie personnalité. Alors ça, le fait que quand le flash se déclenche, le personnage retrouve sa vraie personnalité, c'est une référence aux smartphones qui permettent de filmer maintenant les violences policières commises envers les Afro-Américains. Oh, waouh, d'accord, ça, je l'avais. Ouais, j'ai entendu ça dans une Et c'est analyse. c'est, Ouais, c'est 2 ans intéressant. avant Black Lives Matter, ça. Et c'est 2 ans avant Black Lives Ouais. Matter. On n'avait pas encore eu... George Floyd n'avait pas encore été assassiné. Ouais. Donc forcément... Bon, je pense que c'est le bon moment pour conclure cette première partie. Dans la seconde partie, nous allons parler de la fin alternative. On parlera également des références qui ont inspiré son film. À la semaine prochaine, à bientôt. Bientôt.